À la fin du 19e siècle, l'invention du téléphone a été révélée au monde. Au début, les gens étaient hésitants face à cette nouvelle technologie. Mais à peine 2 siècles plus tard, beaucoup d'entre nous ne pourraient pas imaginer leur vie sans leur téléphone. Dans les enquêtes sur les personnes disparues, les téléphones portables peuvent fournir aux enquêteurs une mine de preuves. Et parfois, la seule chose que les gens laissent derrière eux est un appel téléphonique. Numéro 20. Angela Hammond, âgée de 20 ans et originaire de Clinton, Missouri, était décrite comme une jeune femme sympathique, extravertie et populaire en ville. En 1991, le petit ami d'Angela, Rob Schaefer, s'est mis à genoux et a posé la question que beaucoup rêvent d'entendre. « Veux-tu m'épouser » Angela, bien sûr, a dit oui, et ils ont commencé à planifier leur mariage de conte de fées. Angela devait gérer beaucoup de choses dans sa vie. Pendant la journée, Angela travaillait dans une banque locale et le soir, elle suivait des cours à l'Université d'État du centre du Missouri. Mais Angela allait devoir gérer autre chose. Peu de temps avant ses fiançailles, Angela a découvert qu'elle était enceinte. Les Hammond ont accueilli cette bonne nouvelle et en avril de cette année-là, ils se préparaient à l'arrivée du bébé. Le 4 mai 1991, Angela et Rob ont assisté à un barbecue chez les Hammond et peu après, Rob a été déposé chez lui car il devait garder ses frères et sœurs. Rob a dit à sa fiancée qu'il la verrait plus tard, sans savoir que ce serait leur dernier moment ensemble. Après avoir déposé Rob, Angela a passé la soirée avec son ami. À 23h15, elle était maintenant seule et elle a décidé de conduire jusqu'à une cabine téléphonique à quelques pâtés de maison de la maison de Rob. Au téléphone, Angela lui a dit qu'elle était trop fatiguée pour le rejoindre et qu'elle voulait rentrer chez elle pour prendre un bain. Au fur et à mesure que la conversation continuait, elle a commencé à remarquer un étrange pick-up Ford vert qui tournait autour du pâté de maison où se trouvait la cabine téléphonique. Après plusieurs minutes, le pick-up s'est arrêté et un homme en est descendu. Rob a plus tard raconté au détective qu'elle semblait très nerveuse au téléphone, lui décrivant exactement ce qui se passait. Rob a également entendu sa fiancée demander à l'homme inconnu s'il avait besoin d'utiliser le téléphone, mais il a refusé. Quelques secondes plus tard, leur conversation a été interrompue par les cris d'Angela et l'homme inconnu lui disant « De toute façon, je n'avais pas besoin d'utiliser le téléphone ». En temps réel, Rob a entendu sa fiancée crier à l'aide alors qu'on entendait les bruits d'une lutte. Comme sa maison était si proche de la cabine téléphonique, il s'est immédiatement précipité vers son camion et a commencé à conduire. D'après les rapports, lorsque Rob est arrivé sur les lieux, il a vu le pick-up Ford vert avec un autocollant représentant une fresque s'enfuir de la scène. Il a tenté de poursuivre le pick-up, mais pris de panique, il a accidentellement passé la marche arrière, endommageant des composants. Rob a dit à la police qu'il avait suivi le pick-up aussi longtemps que possible, mais que sa voiture avait commencé à tomber en panne petit à petit. Moins d'une heure plus tard, la police autoroutière de l'État du Missouri avait été envoyée dans le centre-ville de Clinton et de nombreux autres agents patrouillaient sur les routes pour tenter de retrouver le pick-up. Rob ne se souvenait que des lettres XY sur la plaque d'immatriculation du pick-up, ce qui ne donnait pas beaucoup d'indices aux policiers. L'histoire de Rob semblait incroyable, du moins jusqu'à ce que 2 témoins se manifestent pour corroborer l'histoire de l'homme inconnu dans un camion vert. Rob n'a jamais été nommé comme suspect et n'est pas considéré comme tel dans la disparition d'Angela. L'émission télévisée Mystère non résolu a diffusé un reportage sur la disparition d'Angela, attirant à nouveau l'attention du public sur son affaire. Mais malgré les nombreuses émissions télévisées et articles, son affaire reste non résolue. Certains avancent que Kenneth McDuff, un tueur en série connu du Texas, serait impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a jamais eu de preuve établissant un lien entre Kenneth McDuff et la disparition d'Angela. En 2021, les enquêteurs ont partagé de nouvelles informations, déclarant qu'ils pensent désormais qu'Angela a été victime d'une erreur d'identité. Le 4 avril 1991, une autre femme nommée Angela, dont le père était devenu informateur, a reçu une note menaçante. La police demande maintenant à toute personne ayant des informations de se manifester. Angela Mary Hammond est décrite comme une femme blanche aux cheveux bruns, aux yeux bruns, mesurant environ 1,50 m à 1,52 m et pesant entre 54 et 64 kg. Elle a une cicatrice sur la lèvre supérieure et porte des lentilles de contact. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le service de police de Clinton au 6608-852-679 en mentionnant le numéro de dossier 910488. Numéro 19. La vie de Diane Oga, âgée de 40 ans, était difficile au milieu des années 1990. Cependant, malgré tout cela, elle a gardé son attitude positive et confiante. Née à New York, Diane a déménagé à Odessa, en Floride, dans les années 1980 pour se rapprocher de sa famille. Dans les années 1980, Diane avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et on lui avait prescrit des médicaments. Pendant quelques années, les choses semblaient s'être stabilisées. Puis, en 1991, son mari, Frédéric, a divorcé d'elle et a obtenu la garde de leurs 3 enfants. Cela n'a fait qu'aggraver la santé mentale de Diane et sa famille a remarqué la dégradation. Vers le milieu des années 1990, elle avait commencé à fréquenter de mauvaises personnes et avait un casier judiciaire pour des délits mineurs.
La famille de Diane a tout fait pour l'aider, y compris la faire hospitaliser en vertu du Baker Act de Floride. En avril 1998, elle avait déjà été soumise à 32 hospitalisations sous le Baker Act. Sa dernière sortie remonte à avril 1998, une décision que sa famille critiquera plus tard, car ils ne pensaient pas qu'elle était prête. Le 10 avril 1998 a commencé comme n'importe quel autre jour pour les Hawks. Diane avait récemment emménagé chez sa sœur Deborah après sa sortie de l'hôpital. Vers 11 heures du matin, Deborah est partie à un rendez-vous chez le médecin et à son retour, sa sœur avait disparu. Deborah a immédiatement appelé sa famille et a désespérément essayé de retrouver Diane. Lorsque ces tentatives ont échoué, ils l'ont signalée disparue au bureau du shérif du comté de Pasco et l'enquête a commencé. Des témoins se sont manifestés, affirmant avoir aperçu Diane marchant le long de l'US 19, près de New York Avenue, à Hudson, en Floride. Puis, quelques jours après sa disparition, la mère de Diane a reçu un appel inquiétant. Personne n'était à la maison au moment où l'appel a été passé, donc il a été transféré sur la messagerie vocale. Lorsque Mme Hoggett a réécouté, elle a entendu une voix féminine qu'elle a identifiée comme étant celle de Diane, disant « À l'aide, laissez-moi sortir !» Avant qu'une autre voix ne se fasse entendre disant « Hey, donne-moi ça !» Avant que l'appel ne se termine, elle a également affirmé avoir entendu une bagarre. L'identification de l'appelant indiquait que l'appel provenait de Starlight, Odessa, mais l'emplacement exact ne fait pas consensus. Le 15 avril, un doigt sectionné avec un ongle peint en rouge a été retrouvé sur le bord de la route US 19, près de l'avenue de New York. Avec cela, des vêtements ont été retrouvés soigneusement pliés dans un sac à l'intérieur du congélateur extérieur d'une supérette. Les enquêteurs pensent que ces objets appartenaient à Diane. En 2000, d'autres effets personnels lui appartenant ont été retrouvés dans un sac de congélation à Pasco, en Floride. Une seule personne a été nommée dans l'affaire de Diane, et l'enquête est désormais au point mort. Les enquêteurs continuent de recevoir des pistes, mais rien de concret n'a été retrouvé. Diane Louise Hoggett est décrite comme une femme blanche, aux cheveux blonds tirant sur le roux, aux yeux bleus, mesurant environ 1,63 m et pesant environ 59 kg. Elle prend des médicaments régulièrement, qu'elle a laissés derrière elle. Elle a une cicatrice sur l'abdomen et des tatouages dans le dos et sur l'épaule droite. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le détective Chet Cogill du bureau du shérif du comté de Pasco au 727 847 5878 en mentionnant le numéro de dossier 98 9 815 054. Numéro 18. Brandon Swanson, âgé de 19 ans, était décrit comme un jeune homme brillant et intelligent. En 2007, Brandon faisait partie de la promotion du lycée Marshall à Marshall, Minnesota, et il se préparait à commencer sa vie d'adulte. Après le lycée, il s'est inscrit au Minnesota West Community College, où il a étudié l'ingénierie et les éoliennes. En mai 2008, il s'était installé dans sa nouvelle vie d'étudiant et se préparait à déménager dans l'Iowa pour y poursuivre ses études. Le 13 mai était le dernier jour de l'année universitaire pour Brandon et sa promotion. Alors, ils ont décidé de fêter ça. La fête a eu lieu à Lind, à environ 11 km de chez lui, à Marshall. Brandon avait son permis de conduire et sa propre voiture, donc il savait qu'il ne pouvait pas trop boire. Ceux qui étaient à la fête ont déclaré qu'ils n'étaient pas ivres et qu'ils n'avaient bu qu'une seule boisson alcoolisée. Les rapports ont ensuite indiqué qu'il avait assisté à une autre fête à Canby, à environ 56 km de Marshall, où il n'a bu qu'une ou deux boissons de plus. Alors que le 13 mai laissait place au 14, la fête s'est finalement terminée et Brandon est monté dans sa voiture pour faire les 40 minutes de route jusqu'à chez lui. Cet itinéraire lui était familier puisque l'établissement où il étudiait se trouvait à Canby, donc ses parents n'étaient pas inquiets. Jusqu'à environ 2 heures du matin, lorsque leur téléphone en vibrait. C'était un appel de Brandon. Il expliqua calmement qu'il avait fait sortir sa voiture de la route dans un fossé, mais qu'il n'était pas blessé. Ses parents lui ont demandé où il se trouvait pour qu'ils puissent venir le chercher, et Brandon leur a dit qu'il était près de Lind. Quand ils sont arrivés à l'endroit indiqué, il n'y avait aucune trace de leur fils, alors ils ont rappelé. Au téléphone, Brandon a juré qu'il pouvait voir les lumières de la ville, et il a dit à sa famille qu'il allait retourner à pied chez son ami. Pendant l'appel de 47 minutes, il semblait calme, malgré le fait que sa voiture soit dans un fossé, et il ne paraissait pas sous l'emprise d'une substance. Le trio a multiplié les échanges pour essayer de trianguler sa position et organiser un point de rendez-vous. Puis, soudainement, les parents de Brandon l'ont entendu crier « Merde !» avant que l'appel ne soit coupé. Ils ont tenté frénétiquement de le rappeler, mais son téléphone était hors service. Malheureusement, le département de police de Lind a mis du temps à réagir au signalement de disparition, car il ne trouvait pas inhabituel qu'un jeune de 19 ans sorte tard après une fête. Heureusement, ils ont décidé de prendre le signalement au sérieux et ont lancé leur enquête. Les relevés téléphoniques ont montré que son téléphone avait émis sa dernière localisation à 32 km de Lind. De plus, sa voiture a été retrouvée à Porter, dans le Minnesota, à environ 40 km de Lind.
et elle ne semblait pas être en mauvais état. Au cours de leur enquête, le service de police de Lynde a déployé des chiens qui ont suivi l'odeur de Brandon jusqu'à la rivière Yellow Medicine, où elle s'est brusquement arrêtée. L'affaire de Brandon a captivé le public et est devenue l'une des disparitions les plus discutées de l'époque moderne. Malgré l'intérêt des médias de masse, très peu de pistes exploitables ont émergé. Avec le 20e anniversaire de sa disparition qui approche, sa famille est désespérée de trouver des réponses. Brandon Victor Swanson est décrit comme un homme blanc, aux cheveux bruns, aux yeux bleus, mesurant 1,68 m et pesant 54 kg. Il porte des lunettes, il est légalement aveugle de l'œil gauche et il a les oreilles percées. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le bureau du shérif du comté de Lincoln au 507 69 41 664 en mentionnant le numéro de dossier 200 86 843. Numéro 17. Hyder Harry Abu Shakra était un père fier de 6 enfants et décrit par ceux qui le connaissaient comme travailleur et sociable. En 2011, Harry possédait plusieurs propriétés à travers Manchester, dans le Connecticut, y compris un garage automobile et une concession. Selon les rapports, Harry faisait également l'objet d'accusations pénales en instance de la part de l'État. Selon ces accusations, Harry et son père commettaient une fraude en empruntant des voitures, en les vendant, puis en ne reversant aucun des bénéfices aux prêteurs. L'État a également allégué que le duo envoyait des voitures en Afrique et qu'ils étaient apparemment impliqués dans le blanchiment d'argent. À la mi-2011, Harry était en liberté sous caution, en attendant les 6 chefs d'accusation fédéraux retenus contre lui. C'est également à cette période qu'il aurait dû environ 23 000 $ de frais aux percepteurs de la ville, liés à ses entreprises et propriétés. Le 7 décembre de cette année-là, Harry s'est rendu à la concession de garage qu'il possédait sur Main Street à Manchester pour confronter le propriétaire du garage et les mécaniciens, car il pensait qu'il ne payait pas le loyer qu'il estimait lui être dû. Vers 20h20, il a appelé son frère pour demander du renfort en disant « Ils me font peur ». À 20h24, Harry a appelé sa femme et lui a dit qu'il était en réunion mais qu'il aurait fini à 21h pour pouvoir l'emmener au cinéma. Malheureusement, Harry n'est jamais rentré chez lui et ce sera son dernier appel téléphonique. Lorsque sa disparition a été signalée à la police, le premier endroit où ils se sont rendus était la concession et le garage. Les mécaniciens présents ont été interrogés, mais ont nié savoir quoi que ce soit sur la disparition soudaine de Harry. La police de Manchester a demandé aux mécaniciens de passer des tests au détecteur de mensonges. Cependant, le groupe a refusé. En 2026, il n'existe aucune preuve solide les liant à l'affaire, et ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Certains rapports indiquent que la voiture de Harry a été retrouvée abandonnée le lendemain de sa disparition, bien que cela ne puisse pas être confirmé. Certains pensent qu'il s'est enfoui en Jordanie, car son père l'avait déjà fait au moment de sa disparition, mais cela non plus ne peut pas être vérifié. À la suite de sa disparition, sa famille a créé une page GoFundMe et une page Facebook pour exiger des réponses. 15 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que Harry Avashaker a été vu. Il est décrit comme un homme blanc, aux cheveux noirs, aux yeux marrons, mesurant entre 1,70 m et 1,75 m et pesant environ 36 à 38 kg. Il a été vu pour la dernière fois portant un costume gris, une chemise blanche, une cravate rouge et des chaussures de ville noires. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Manchester au 8606 455 00 en mentionnant le numéro de dossier M2011 4046. Numéro 16. Linda Rose Grimm, âgée de 25 ans, était une jeune femme calme et gentille qui essayait de trouver sa place en tant qu'adulte dans les années 1980. Linda est née à Paris, en Californie, et a été élevée par sa mère. Elles entretenaient toutes les deux une bonne relation. Le 6 mai 1986. Bien que certaines sources mentionnent 1985, Linda est sortie de la maison en disant à sa mère qu'elle allait acheter des cigarettes. Les heures ont passé et sa mère a commencé à s'inquiéter, mais on ne sait pas exactement quand sa disparition a été signalée. Selon sa mère, elle est restée en contact avec sa fille pendant plus de 18 mois, grâce à des appels téléphoniques. Lors de ces appels, Linda lui a dit qu'elle vivait désormais à Wichita, au Kansas. Elle a également dit à sa mère qu'elle avait commencé une relation avec un chauffeur routier nommé Robert Masters. Des sources rapportent que Linda était mariée, mais il n'est pas clair si elle était mariée à Robert ou à un autre homme. Ensemble, le couple a commencé leur nouvelle vie dans une ferme et ils semblaient bien s'en sortir. La mère de Linda a commencé à prendre des notes sur les appels et a remarqué qu'ils étaient sporadiques et limités. Elle a refusé de dire à sa mère l'emplacement exact de la ferme et a commencé à paraître de plus en plus effrayée au fil des mois. Puis, en octobre 1987, les appels ont complètement cessé. La famille Grimm a composé le numéro tous les jours, mais n'a reçu aucune réponse. En avril 1989, la Ford Pinto jaune de Linda a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un supermarché à Huntington Beach, en Californie, à environ 111 km de son domicile à Paris.
On ne sait pas si des indices ont été trouvés à l'intérieur ou si la voiture a été analysée par la police scientifique. Une fois que les appels ont cessé, la mère de Linda a poussé les enquêteurs à prendre l'affaire en main. Étrangement, les autorités du Texas sont mentionnées, alors que l'affaire s'est déroulée entre la Californie et le Kansas. Il y a de nombreuses incohérences dans les rapports concernant cette affaire et très peu de détails au départ. Certains pensent que Linda voulait simplement commencer une nouvelle vie. Cependant, sa mère n'était pas convaincue. Linda a une cicatrice de césarienne, mais les détails concernant ses enfants ne sont pas mentionnés. Plusieurs décennies se sont écoulées, et bien qu'il y ait très peu d'indices, Linda et sa famille méritent justice. Linda Rose Grimm est décrite comme une femme blanche, aux cheveux bruns, aux yeux bruns, pesant environ 50 kg. Elle a un grain de beauté sur le nez, une cicatrice entre les yeux et une cicatrice de césarienne. Linda peut également porter les noms de famille Masters, Raby ou Oshesky. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le bureau du shérif du comté d'Orange au 714-647-7000 en utilisant le numéro de dossier 88 38 162. Numéro 15. En 2020, le Texas comptait 49 110 dossiers de personnes disparues non résolues, un nombre qui a augmenté au cours des 6 années de publication. Mariano Mario Medina Fuentes, âgé de 36 ans, est l'une de ces 49 000 personnes. Victoria Acosta, la sœur de Mario, a déclaré aux médias qu'il était un homme de famille aimant, sociable et dévoué, qui veillait toujours à ce que sa famille ne manque de rien. Le 31 décembre 2019, l'effervescence du Nouvel An flottait dans l'air. Les habitants de la ville d'Escondido commençaient à affluer dans les bars et les fêtes privées, prêts à célébrer la nouvelle année ensemble. À 19h, Mario a appelé sa sœur et a confirmé qu'il allait la retrouver, elle et la famille, à l'église pour célébrer ensemble. Au cours de l'appel, il a également évoqué la possibilité de retrouver 1 ou 2 amis avant les festivités, mais il lui a assuré qu'il serait présent. À partir de là, nous savons qu'il a rencontré 2 hommes et est monté dans leur voiture. La police pense qu'il se dirigeait peut-être vers Pasadena, à environ 11 km de la ville d'Encinitas, pour des raisons inconnues. À 20h20, Mario passerait son dernier appel à sa petite amie. Elle se souvient que Mario lui criait dessus au téléphone, lui disant qu'il était en danger. Il a dit « Ils vont me tuer », avant que la ligne ne soit coupée. Sa petite amie et sa famille ont bombardé son téléphone d'appel, mais il n'a jamais répondu. Lorsque le réveillon du Nouvel An est passé et qu'il n'y avait toujours aucun signe de Mario, il a été signalé comme disparu, et le département de la sécurité publique du Texas est impliqué dans l'affaire. Malheureusement, il y a très peu de détails dans cette affaire, ce que sa sœur a souligné et espère changer. Victoria a déclaré à Fox News 26. Quelques personnes ont fait des vidéos YouTube sur l'histoire de mon frère, et ça s'est répandu. Ça ne s'est pas autant répandu que d'autres affaires. Plus les photos de vos proches sont partagées, je ne sais pas comment le dire, mais ça vous donne plus d'espoir. D'après le Charlie Project, l'un des 2 hommes qui étaient avec Mario cette nuit-là a été identifié, mais il n'a pas encore été interrogé. La police a également découvert des images de vidéosurveillance de la voiture dans laquelle il voyageait et certains arrêts qu'il aurait pu faire dans une station-service locale. Vous pouvez visionner ces images en cliquant sur le lien ci-dessous. La famille de Mario s'est également associée à Texas EquuSearch dans l'espoir de le ramener chez lui. Il est décrit comme un homme hispanique, aux cheveux noirs, aux yeux marrons, mesurant 1,75 m et pesant 63 kg. Il a plusieurs tatouages, dont Victoria sur l'épaule droite, Matilda sur la main gauche et la date 6 sur le bras gauche. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le département de la sécurité publique du Texas au 800-346-3243. Numéro 14. Ray Ricker, âgé de 59 ans, était un avocat bien établi et respecté dans le comté de Centre en Pennsylvanie. Dans les années 1970 et 1980, Ray a fréquenté l'université et a finalement obtenu l'équivalent d'un doctorat en droit. Il a passé la première partie de sa carrière professionnelle à poursuivre les auteurs de crimes graves. En 1985, Ray a remporté le poste de procureur du comté de Centre qui couvre plusieurs districts en Pennsylvanie. Pendant les 20 années suivantes, il a servi sa communauté et a instruit de nombreuses affaires graves, veillant à ce que les victimes et leurs familles obtiennent justice. Pendant qu'il travaillait comme procureur, Ray a divorcé et a rencontré Patty Fornicola peu de temps après. Les deux ont entamé une relation qui s'est développée en même temps que sa carrière professionnelle. En 2005, Ray avait servi l'État pendant 20 ans et a décidé de ne pas se représenter comme procureur. Le 5 avril, Ray s'est levé tôt pour aller travailler et a embrassé sa petite amie avant de quitter sa maison à Bellefontaine, Pennsylvanie. D'après les registres, il est arrivé au bureau du procureur ce matin-là et a informé son équipe qu'il prendrait une demi-journée de congé. Les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi il a pris une demi-journée, mais vers 11h du matin, Ray a quitté le bureau et n'a plus jamais été revu. À 11h30,
Il a appelé sa petite amie, Patty, et lui a dit qu'il conduisait en direction du nord-est vers Lewisburg, dans le comté d'Union, à environ 60 miles de chez lui. On ne sait toujours pas ce que les deux ont discuté pendant leur appel, et après cela, Ray Gricker n'a plus jamais été vu ni entendu. Ce soir-là, sa petite amie s'est inquiétée et a contacté la police pour signaler sa disparition. Leur première enquête n'a révélé aucune activité sur son téléphone ni sur ses comptes bancaires. Le prochain indice n'est apparu que le lendemain, le 6 avril, lorsque sa voiture, une Mini Cooper rouge, a été retrouvée abandonnée sur un parking à Lewisburg, près de la rivière Susquehanna. Les enquêteurs ont remarqué que la voiture sentait la cigarette et qu'il y avait même encore une cendre de cigarette à l'intérieur, un détail qui a choqué sa famille. Ray avait une aversion profonde pour les cigarettes, n'en ayant jamais fumé une lui-même. Sa famille affirme également qu'il n'aurait jamais laissé quelqu'un fumer dans sa voiture, car il ne supportait pas l'odeur persistante de la fumée de tabac. On ne sait pas si de l'ADN ou des empreintes digitales ont été retrouvées dans la voiture. L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias, mais malgré cela, elle est restée non résolue. Mais 3 mois plus tard, en juillet 2005, son ordinateur portable, fourni par le procureur, a été retrouvé dans la rivière Susquehanna, coincé entre les piliers d'un pont. Le pilier se trouvait à quelques centaines de mètres de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée, et il portait un autre indice étrange. Le disque dur avait été retiré manuellement avant que l'ordinateur portable ne soit jeté à l'eau. Il faudrait encore 3 mois pour que le disque dur soit récupéré dans la rivière. Malheureusement, le disque était tellement imbibé d'eau et endommagé qu'il n'a pas été possible d'en récupérer quoi que ce soit. Selon le Charlie Project, lorsque les enquêteurs ont examiné l'activité en ligne de Ray, ils ont découvert qu'il avait recherché comment détruire un disque dur et les dégâts des eaux sur un ordinateur portable. Malgré l'attention portée à cette affaire, peu de nouveaux indices ont été découverts. Beaucoup pensent que Ray a été pris pour cible à cause de son travail. Il avait été chargé de mener les poursuites dans certaines des affaires criminelles les plus graves du comté de Centre, et il est tout à fait naturel que la police pense que quelqu'un puisse vouloir se venger. Pourtant, il y a peu de preuves matérielles pour étayer cette théorie, et l'affaire est désormais classée parmi les cold cases. Ray Gricker est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns grisonnants, yeux verts, environ 1,83 m et 77 kg. Il pourrait utiliser les noms de famille Gray ou Lang et a été vu pour la dernière fois portant une veste polaire bleu clair, un jean bleu et des baskets. Toute personne ayant des informations est priée de contacter Dana Martini de la police d'État de Pennsylvanie au 814-696-6158. Numéro 13. Roy Jacob Hegel, âgé de 38 ans, était décrit comme un homme gentil et sociable, vivant à Fargo, Dakota du Nord. Sa personnalité vive et extravertie convenait parfaitement à son travail de représentant commercial itinérant, et il réussissait bien dans son métier, tout en ayant l'occasion de voyager à travers les États-Unis. Lorsqu'il ne travaillait pas, Roy aimait aussi le bowling et assistait fréquemment à des tournois de bowling. En février 89, il a assisté à l'un de ces tournois à Fargo, et les personnes présentes ont déclaré avoir remarqué un changement chez lui. Sa personnalité extravertie et son attitude chaleureuse avaient disparu, et il semblait qu'il traversait une période difficile. Ce tournoi marquerait la dernière fois qu'il a été vu, mais pas la dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles. Après avoir quitté le tournoi dans sa Ford Tempo bleue, Roy a pris la route et a voyagé à travers le pays. Selon le Charlie Project, les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui a motivé ce voyage, car on disait qu'il ne travaillait pas pendant ce voyage. Le 8 mars 1989, Roy a eu son dernier contact lorsqu'il a appelé son ex-petite amie. Au cours de l'appel, il a affirmé se trouver à Kingman, en Arizona, mais prévoyait de retourner à Bismarck, dans le Dakota du Nord, à plus de 200 miles de chez lui, à Fargo. Son ex a également affirmé que Roy lui avait dit qu'il avait traversé 9 États différents en 9 jours et qu'il n'avait que $200 à son nom. Peu de temps après cet appel, Roy a été signalé disparu et les recherches ont commencé. 2 jours plus tard, le 10 mars, sa voiture a été retrouvée abandonnée sur une route isolée près du monument de la Vallée de la Mort, en Californie, à plus de 367 km de Kingman, en Arizona. Près de la voiture, la police a trouvé une série d'empreintes de pas qui s'étendaient sur près de 10 km avant de s'arrêter et de disparaître. Étrangement, le père de Roy avait lui aussi disparu en 1970, mais il a refait surface plus tard, après avoir commencé une nouvelle vie. Des enquêteurs espèrent qu'il en est de même pour Roy, même si un acte criminel ne peut pas être définitivement exclu. Roy Hegel est décrit comme un homme blanc, aux cheveux bruns et aux yeux bruns, mesurant environ 1,83 m et pesant entre 77 et 84 kg. Il a une cicatrice en forme d'anneau sur la tempe gauche et il pourrait porter une barbe ou une moustache. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le département de police de Bismarck au 701-2231-212 en mentionnant le numéro de dossier 893 642. Numéro 12, Stephen Adams, âgé de 26 ans. Il y a que certaines sources mentionnent Stéphane, ou Stéphane avec un PH, était décrit comme un jeune homme intelligent et attentionné qui aimait la pêche, la chasse et le basketball.
En 2004, il se préparait à obtenir son diplôme à la Northeastern State University à Tahlequah, Oklahoma, et à se préparer à la vie après les études. Des années plus tard, Steven s'était marié. Cependant, la relation n'a pas duré et maintenant, il menait une bataille pour la garde avec son ex-femme. Plusieurs accusations ont été portées contre lui, mais elles ont toujours été rejetées. Le différend avait commencé en 2002 et en décembre 2004, l'État de l'Oklahoma avait convoqué une audience au tribunal de Muskogee pour régler l'affaire une bonne fois pour toutes. Le 13 décembre de cette année-là, Steven a quitté le campus universitaire après avoir terminé son examen final. Vers 11 heures, il a appelé sa petite amie pour discuter de l'examen. Pendant l'appel, il lui a dit qu'il emmenait un homme dont il n'a pas donné le nom jusqu'à Keys, en Oklahoma. Le plan était ensuite de se rendre chez sa mère à Webbers Falls, puis d'aller travailler à Muskogee. Sa petite amie a dit qu'il était de bonne humeur et que rien ne semblait clocher. 30 minutes plus tard, l'un des amis de Steven a essayé de l'appeler, mais a remarqué que les appels étaient transférés vers la messagerie après une seule sonnerie. Steven n'est jamais arrivé chez sa mère ni au travail. Le lendemain, il a été signalé disparu par sa petite amie et l'enquête a commencé. La police a été intriguée par le rapport de l'ami indiquant que le téléphone de Steven s'est coupé après une seule sonnerie. L'ami leur a dit qu'il avait appelé à plusieurs reprises entre 11h30 et 12h, mais que le résultat était le même à chaque fois. Ils ont alors décidé de retracer ses derniers pas et sont tombés sur quelques indices. Quelque temps avant midi, Steven a été aperçu dans une supérette à Cookson, Oklahoma, à environ 29 km du campus de son université. Des témoins se sont souvenus l'avoir vu acheter un soda et rester debout devant le magasin pendant quelques minutes, remarquant qu'il était agité, mais personne ne l'a approché. En cherchant Steven, ils ont également découvert un autre indice. Le jour de sa disparition, un homme inconnu, décrit comme un homme blanc, mesurant environ 1,80 m, avec des cheveux bruns et âgé de 40 à 50 ans, a été vu rôdant devant une épicerie près de l'appartement de Steven. D'après les rapports, l'homme conduisait un pick-up et traînait dans les environs comme s'il attendait quelqu'un. À 11 h du matin, cet homme inconnu a quitté le parking près de l'appartement et est parti en voiture. C'est important car c'est à peu près à ce moment-là que Steven a pris contact pour la dernière fois. La police n'a pas désigné cette personne comme suspecte. Cependant, ils tiennent vraiment à lui parler. Malgré le nombre d'heures de travail que la police a consacré à l'enquête, très peu de pistes exploitables ont émergé. Sa voiture n'a jamais été retrouvée et on ne sait pas où il a pu se rendre. Quelques semaines après sa disparition, sa famille a reçu un appel menaçant. L'appelant, qui reste non identifié, a dit à la famille qu'elle subirait des violences physiques si elle ne mettait pas fin à l'enquête et n'arrêtait pas ses propres recherches. Le père de Steven, Carl Adams, a accordé une interview pour le 20e anniversaire de la disparition de son fils et a déclaré « Il était le seul parmi tout un groupe à être allé à l'université. Il adorait ça. Si quelqu'un venait à se manifester avec cette information et avait le courage de le faire, il serait comme un super-héros pour moi. Je continuerai à me battre. C'est ma croix à porter. C'était mon fils, je l'aime. Je ne vais pas lui tourner le dos maintenant. » Steven Adams est décrit comme mesurant environ 1,70 m et pesant entre 74 et 90 kg, avec les cheveux bruns et les yeux bruns. Il est associé à la nation Cherokee en Oklahoma. Il souffre également d'un asthme sévère qui nécessite un inhalateur, lequel a été laissé chez lui. Toute personne ayant des informations sur cette affaire est priée de contacter le Bureau d'État de l'Oklahoma au 918-582-9075, 918 582, numéro CR 0480, ou vous pouvez contacter le FBI de façon anonyme. 11. Alex Gum, âgé de 25 ans, avait un talent inné pour l'écriture de chansons et la pratique des instruments. Il avait passé son enfance à faire du skateboard et à se concentrer sur l'art du graffiti. Cependant, à un moment donné pendant le lycée, il a décidé de se concentrer plutôt sur la musique. Même après l'obtention de son diplôme, Alex a continué à poursuivre une carrière musicale, décrochant des postes dans des groupes locaux et faisant des tournées à travers son état natal du Maine. Après avoir fait ses armes sur la scène locale, Alex a déménagé à Los Angeles pour tenter de percer là-bas. C'est à cette époque que sa famille a remarqué un changement dans son comportement. Il était instable et parlait d'être un descendant de Lémurie. Ce supposé continent englouti aurait pu être le foyer d'extraterrestres qui auraient ensuite formé la race humaine, du moins selon la légende. En 2015, sa conviction était devenue si forte qu'il décida de voyager en Inde pendant 6 semaines afin de rechercher sa puissance supérieure et son but dans la vie. Ses parents ont ajouté qu'il était devenu un végétalien strict et qu'il appréciait sa quête spirituelle en Inde. En 2017, il était de retour chez ses parents, dans le Maine, et son comportement commença à changer encore davantage. À présent, Alex avait fait un vœu de silence strict et passait tout son temps à méditer.
Les amis qu'il adorait autrefois et avec qui il partait en tournée étaient désormais mis de côté, et il commença à se replier sur lui-même et à s'isoler. Le 22 février 2018, il rompit son vœu strict et demanda à ses parents de le conduire à l'aéroport. Il les informa qu'il partait s'installer à Kauai, à Hawaï, pour chercher un éveil spirituel plus profond. Le 22 février, Alex monta dans un avion et atterrit à Hawaï quelques heures plus tard. Des témoins se souviennent l'avoir vu dans une maison d'hôte près de la plage entre le 22 et le 23. Pendant ces 2 jours, il a passé plusieurs appels à des compagnies de taxis locales, bien qu'il n'existe aucune trace indiquant qu'un taxi soit jamais venu le chercher. Le 24 février. Alex a passé un appel depuis l'hôtel, bien qu'on ne sache pas à qui il téléphonait. Cet après-midi-là, il a quitté sa chambre et on ne l'a plus jamais revu, ni entendu parler de lui. Lorsque ses parents n'ont pas réussi à entrer en contact avec leur fils, ils ont signalé sa disparition. L'enquête a été brève. La police savait qu'il était à l'hôtel entre le 22 et le 24 avant de disparaître. Il n'y avait aucune activité sur son téléphone et les 8 000 $ sur son compte bancaire sont restés intacts. Il n'avait pas indiqué où il allait et on ignore s'il était avec d'autres personnes. Ses parents ont supposé qu'il avait peut-être rencontré divers groupes religieux ou spirituels dans la région pour trouver l'illumination qu'il recherchait si désespérément. Les enquêteurs ont retrouvé son ordinateur portable et une recherche dans son historique de navigation leur a donné quelques indices supplémentaires. Peu de temps avant sa disparition, il a recherché du matériel de camping et des plantes comestibles sur l'île. De plus, des témoignages non vérifiés de sa présence dans un camp à Salt Pond Beach ont été rapportés en mars et avril 2018. D'autres témoignages non vérifiés ont été signalés début 2019 lorsqu'une femme a vu un homme correspondant à la description d'Alex faire des achats de matériel de camping à Kauai. Tous ces témoignages restent non vérifiés. Cependant, ils renforcent la théorie de la famille selon laquelle il vit coupé du monde et ne souhaite pas être contacté. Alex McLaren Gum est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns, aux yeux noisettes, mesurant environ 1,83 m et pesant entre 72 et 82 kg. Il a un grand tatouage de l'arbre de vie sur l'avant-bras gauche et un tatouage d'un œil bleu sur la main droite. Alex pourrait également voyager sous le nom d'Albert Johnson, le nom qu'il utilisait à Los Angeles lorsqu'il faisait de la musique. Toute personne ayant des informations concernant l'affaire d'Alex est priée de contacter le service de police de Kauai au 808 241 1711 en mentionnant le numéro de dossier 1 808 308. Numéro 10. Son nom est encore aujourd'hui extraordinairement connu. Dans les magasins les plus luxueux, inscrits sur des parfums haut de gamme, des bijoux raffinés et des vêtements extravagants, on retrouve le nom de Coco Chanel, la créatrice de mode la plus connue au monde, dont l'héritage semble résister aux effets du temps. Son aventure a commencé à l'âge de 20 ans, lorsqu'elle a ouvert sa première boutique en 1910, où elle vendait des chapeaux. Très vite, elle s'est mise à créer des vêtements, et son premier succès est venu sous la forme d'une robe qu'elle a confectionnée à partir d'un vieux pull. Il n'a pas fallu longtemps avant que de nombreux curieux apprécient cette tenue et commencent à lui demander où elle l'avait trouvée. Chanel leur a alors proposé de leur en faire une. Elle a proposé son premier parfum dans les années 1920, puis le tailleur Chanel, et ensuite la petite robe noire. Cette créatrice de renom s'est concentrée non seulement sur la création de vêtements flatteurs pour la silhouette, mais aussi sur des tenues confortables pour les femmes. Elle est devenue une figure centrale dans les milieux littéraires et artistiques de Paris. Chanel a conçu des costumes pour certaines grandes pièces de théâtre et ballets. Elle comptait également l'artiste Pablo Picasso parmi ses amis proches. Ces nombreuses entreprises dans l'industrie de la mode ont formé un empire du luxe valant plusieurs milliards de dollars et s'inscrivaient dans une histoire liée à l'évolution du rôle des femmes. Ce sont précisément ces entreprises qui ont lancé une révolution dans la mode. C'était la vie de Coco Chanel, une créatrice de mode, une défenseuse des droits des femmes, une révolutionnaire et une espionne. Il s'est avéré que la femme que l'industrie de la mode vénère et tient en si haute estime ne s'est pas contentée de créer des robes et de vendre des chapeaux. Mais elle était aussi une sympathisante nationale-socialiste et une informatrice pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1939, avec le déclenchement de la guerre, Chanel résidait à l'hôtel Ritz, situé à proximité. Pendant l'occupation, elle a eu une liaison amoureuse avec le diplomate allemand Hans Gunther von Dinklage, un espion de la Gestapo et un agent de l'Abwehr. La relation suivie de Chanel avec Dinklage, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'a placé dans les cercles sociaux des autorités allemandes. En 1941, l'espion allemand s'est rendu à Berlin avec son collègue, le baron Louis de Fauverley. Les deux hommes ont rencontré personnellement le dictateur lui-même, et peu de temps après, l'agence de renseignement apprendrait l'inquiétude de la maîtresse de Dinklage concernant son neveu, qui avait été capturé lors de l'invasion de la France. La peur de Chanel pour son parent a ouvert une porte aux Allemands qui allait permettre une négociation. Ils ont offert à la créatrice de mode la libération et la sécurité de son neveu, en échange d'informations provenant de ses contacts alliés les plus influents.
La mission de Chanel, cependant, n'a jamais été documentée. Et c'est pour cette raison qu'il est impossible de savoir quelles informations elle a transmises aux Allemands. Mais il est avéré qu'elle leur a fourni une certaine forme de renseignement, car plus tard cette année-là, son neveu est rentré chez lui, sain et sauf. En 1943, Paris a été libéré de l'emprise des nationaux-socialistes, ce qui a entraîné le retrait de tous les Allemands de la ville, y compris le départ de Dinklage, qui a également été contraint de laisser Chanel derrière lui. L'année suivante, le gouvernement français commençait à sévir contre ceux qui avaient aidé les envahisseurs pendant leur occupation. Et sur la liste figurait la prétendue traîtresse, Coco Chanel. Elle a été arrêtée et soumise à plusieurs heures d'interrogatoire. Un interrogatoire qui n'a jamais été rendu public. Faute de preuves concrètes, elle a été libérée, bien que les historiens soutiennent que son acquittement aurait pu être orchestré par un proche, Winston Churchill, qui violait sa propre loi sur le commerce avec l'ennemi. On suppose que Chanel savait que Churchill avait enfreint la loi en payant les Allemands pour protéger la propriété du duc de Windsor dans la ville. Alors qu'il était encore prince de Galles, lui et Chanel étaient amants. Après cette année-là, Chanel est revenu à ses anciennes habitudes, menant une vie luxueuse et créant des vêtements pour les riches et les célèbres. Et elle est décédée en 1971, n'ayant jamais été interrogée sur sa relation avec un espion, ni sur sa collaboration avec l'Abwehr. Et les informations qu'elle a transmises, qui ont aidé un dictateur? Numéro 9. À la 3e place du classement des artistes les plus importants et influents de l'histoire, derrière Léonard de Vinci et Michel-Ange, se trouve le peintre expatrié espagnol, céramiste et sculpteur Pablo Picasso. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle, ayant créé le style artistique très influent appelé le cubisme. Ce style artistique visuel se caractérise par la surface plate et bidimensionnelle du plan pictural, rejetant la perspective et le modelé. Pendant 80 de ses 91 ans, Picasso s'est consacré à l'expression artistique, contribuant de manière significative à l'art moderne. Il croyait, par superstition, que son travail le maintiendrait en vie. Picasso est renommé pour s'être constamment réinventé. Il changeait souvent de style de façon si radicale que l'ensemble de son œuvre semble être le produit de 6 artistes différents, et non d'un seul. Il avait un penchant pour la diversité, affirmant que si son art n'avait pas varié ainsi, il n'aurait pas obtenu l'effet qu'il recherchait. Au cours de sa carrière artistique, Pablo Picasso aurait produit plus de 1000 œuvres d'art. Les historiens ont divisé son œuvre en différentes périodes qui ont marqué des étapes distinctes de sa vie. Ces périodes incluent la période bleue, où le bleu était la couleur dominante dans ses œuvres, et la période rose, qui a vu l'utilisation de teintes roses, rouges et beiges. La vie de Pablo Picasso s'est terminée en 1973. Mais son règne dans le monde de l'art, lui, ne s'est pas arrêté. Encore aujourd'hui, son œuvre domine le marché mondial de l'art, et il détient le record du monde Guinness en tant qu'artiste le plus prolifique de l'histoire. Mais derrière l'utilisation audacieuse des couleurs, la création de style et la façade de l'artiste tourmenté, se cachait une personnalité que la plupart des gens n'avaient pas remarquée. Les seuls à l'avoir remarqué étaient ses victimes et ses proches collaborateurs. Le succès et l'héritage de l'artiste, semble-t-il, ont été entachés par son mépris apparent envers plusieurs femmes de sa vie. En fait, très peu de personnes proches de lui avaient quoi que ce soit de positif à dire sur son caractère. Sa propre petite-fille a même écrit un roman sur l'homme horrible qu'il était. Apparemment, Picasso était un narcissique et un coureur de jupons, qui non seulement manquait de gentillesse, mais aurait été particulièrement odieux envers les femmes, en particulier envers ses muses. Il abandonnait aussi souvent ses muses pour des modèles plus jeunes, dont l'une a affirmé qu'il l'avait enfermée dans une maison pour l'empêcher de travailler avec d'autres artistes. Il était également connu pour avoir des liaisons extra-conjugales et pour son incapacité à garder ses amis. Picasso, comme le soulignent les historiens, était responsable d'innombrables chagrins et dévastations. Numéro 8. Tony Hayward est né à Slough, en Angleterre, l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Il a ensuite obtenu un diplôme en géologie à l'université d'Aston, un doctorat en géologie à l'université d'Édimbourg, ainsi que des diplômes honorifiques d'Aston, d'Édimbourg et de l'université de Birmingham. En 1982, à l'âge de 25 ans, Tony a rejoint BP en tant que géologue de plateforme. Il n'a pas mis longtemps à gravir les échelons et, en 1997, il était directeur de BP Exploration, le géant mondial de l'énergie chargé de localiser, développer et extraire le pétrole et le gaz naturel. 3 ans après avoir été nommé directeur, Tony obtiendrait le poste de vice-président du groupe DP, Amoco Exploration and Production, et 1 an plus tard, il était trésorier du groupe, dont la responsabilité était de superviser les opérations de trésorerie mondiale, les fusions et acquisitions. En 2007, il a été nommé directeur général. Pendant qu'il occupait ce poste au sein de l'entreprise, l'attention de Tony était portée sur la sécurité et la fiabilité des opérations.
Il était donc considéré comme un réformateur compétent qui cherchait à améliorer les pratiques d'extraction pétrolière en matière de sécurité, tant pour les travailleurs que pour l'environnement. Dans une conférence célèbre, il a fait la déclaration suivante. Notre objectif principal dans la vie est de créer de la valeur pour nos actionnaires. Pour y parvenir, il faut s'occuper du travail. Mais en 2010, sa réputation de défenseur compétent s'est effondrée, tout comme la plateforme Deepwater Horizon. Et en conséquence de cela, la catastrophe de Deepwater Horizon, la plus grande marée noire accidentelle de l'histoire, a eu lieu le 20 avril 2020. La plateforme appartenait et était exploitée par la société de forage offshore Transocéan et était louée par BP. Elle était située dans le canyon du Mississippi, une vallée du plateau continental. Le puits de pétrole se trouvait sur le fond marin, à 1522 mètres sous la surface. Le soir de la catastrophe, une montée de gaz naturel a explosé à travers un noyau en béton. Il avait été installé par Halliburton pour sceller le puits. Cependant, le noyau en béton était bien trop faible pour résister à l'accumulation de pression, probablement à cause de l'ajout d'azote pour accélérer le processus de durcissement. L'explosion a provoqué une marée noire majeure dans le Golfe, avec 60 000 barils qui fuyaient chaque jour. Au fur et à mesure que la catastrophe se poursuisait et que les procédures de confinement commençaient, la première initiative de BP a été de se rendre chez Transocean pour offrir son aide et présenter ses condoléances. La deuxième initiative est venue de Tony Hayward, qui a rapidement donné une explication dans laquelle il minimisait directement le volume et l'ampleur de la marée noire. Il l'a qualifiée d'insignifiante par rapport à la quantité d'eau du Golfe. La société a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait que d'environ 1000 barils par jour qui s'accumulaient dans l'océan, étouffant la vie marine et affectant l'environnement. Bien sûr, ce n'était pas la vérité. Des enquêtes menées par des responsables gouvernementaux ont confirmé que la fuite avait atteint un pic de 60 000 barils, voire plus. Cependant, ce n'était pas la seule déclaration maladroite que le dirigeant avait faite. Tout au long de la catastrophe, il a fait des remarques de plus en plus graves, y compris une déclaration où il a dit à un caméraman de partir alors qu'il photographiait la catastrophe depuis les côtes de la Louisiane. Il a également dit à un journaliste, je cite, « Il n'y a personne qui veuille que tout cela se termine plus que moi. J'aimerais retrouver ma vie d'avant. » Cette déclaration a été perçue comme égoïste et a alimenté des critiques auxquelles Tony avait déjà fait face. Il a également fait des commentaires comme « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» et « Je suis britannique, je peux encaisser ». Il a également continué à nier les faits réels avancés par les scientifiques enquêtant sur la marée noire. 3 experts avaient découvert des panaches de pétrole sous-marin en suspension dans le Golfe, une évaluation que Tony a ouvertement niée et discréditée. Ces déclarations explosives ont culminé avec un commentaire du président des États-Unis, Barack Obama, qui a déclaré que Tony ne travaillerait pas pour lui s'il avait fait l'une de ces déclarations. Numéro 7. Le 28e président des États-Unis était Thomas Woodrow Wilson, un érudit et homme d'État américain connu pour ses réalisations législatives ambitieuses, d'origine écossaise. Le père de Wilson était un ministre presbytérien, et son grand-père maternel occupait la même fonction. Naturellement, l'Église allait jouer un rôle prépondérant dans son éducation. Son père avait également servi pendant la guerre de sécession dans l'armée confédérée. Cette guerre a profondément marqué Wilson, qui a été témoin de la dévastation et de ses conséquences amères. Il éprouvait une aversion personnelle pour la violence et les conflits armés. Ironiquement, Wilson allait devenir président en temps de guerre, mais c'est son mépris du conflit qui ferait de ce poste celui qui lui convenait le mieux. Pendant sa présidence, Wilson a créé la Société des Nations, la première organisation intergouvernementale fondée pour maintenir la paix dans le monde. Elle a été créée en 1920, lors de la Conférence de la paix de Paris, qui a contribué à mettre fin à la Première Guerre mondiale. Wilson a également reçu le prix Nobel de la paix. En contradiction avec son image de pacifiste, Wilson manifestait cependant un mépris évident envers les Afro-Américains. Au départ, il a été désigné comme le candidat démocrate. Il a attiré l'attention de nombreux dirigeants afro-américains séduits par son programme de la Nouvelle Liberté. Mais ils ont été déçus de découvrir que son administration avait instauré la ségrégation dans les bureaux fédéraux. Lorsque Wilson a remporté la présidence en 1912, Washington, D.C. abritait une communauté croissante d'Afro-Américains de la classe moyenne qui représentaient un tiers de la population de la ville. Bien qu'il y ait eu des progrès en matière d'égalité, il y avait encore de la ségrégation et du racisme qui entachaient la capitale du pays. Les quartiers, les écoles et les institutions étaient divisés selon la race. Mais le gouvernement fédéral maintenait une main-d'œuvre intégrée, avec 10% des employés fédéraux étant afro-américains au moment où Wilson est entré en fonction. Son administration, cependant, a marqué un tournant. C'est pendant sa présidence que la ségrégation raciale a été introduite dans les agences fédérales. Non seulement la ségrégation fédérale séparait les races, mais elle limitait aussi les possibilités d'avancement professionnel, y compris l'accès à des postes convoités, même lorsque les personnes avaient les qualifications requises.
Selon un historien, Woodrow Wilson essayait de faire reculer les progrès des Afro-Américains pendant son mandat. Numéro 6. Hans Asperger était un médecin autrichien connu pour ses premières études sur la neurologie atypique. Il a donné son nom au syndrome d'Asperger et ses recherches approfondies portaient principalement sur les enfants. Il a rédigé 300 publications sur les troubles psychologiques qui lui ont valu une renommée internationale à titre posthume. Au cours de sa vie, Asperger a constitué une bibliothèque personnelle de plus de 10 000 livres. Il attribuait sa lecture à sa maturité spirituelle progressive. Selon d'anciens collègues, il citait souvent des auteurs classiques, des poètes et même la Bible à l'occasion. Et il était un chrétien dévoué et faisait partie de la guilde Saint-Lucas qui prône l'eugénisme catholique, y compris l'eugénisme positif plutôt que négatif. Mais il a également été rapporté qu'Asperger était froid et distant. Dans sa jeunesse, il a rejoint les érudits itinérants du Bund Neuland, associés au mouvement de jeunesse allemand, que le médecin a cité comme principe directeur dans sa vie. Le mouvement de jeunesse allemand a continué à entretenir des liens étroits avec le dictateur de la Seconde Guerre mondiale à partir des années 1930. Il s'avère que Coco Chanel n'était pas la seule pionnière d'envergure mondiale à avoir collaboré avec les nationaux-socialistes sous la dictature. Il semble que Asperger ait coopéré avec le régime tout en prétendant protéger les personnes handicapées de l'extermination. Cependant, les documents historiques de l'époque de la guerre révèlent exactement le contraire. Hans Asperger aurait prétendument orienté des personnes souffrant de handicap mental vers l'Am-Spiegelgrund, un établissement où des expérimentations humaines non éthiques et de la négligence médicale étaient pratiquées. Non seulement il s'agissait déjà d'un établissement rempli d'horreurs, mais pendant la guerre, la clinique a vu l'euthanasie de près de 800 patients, sous le couvert d'un mouvement pseudo-scientifique qui prônait la purification, ou l'hygiène raciale, comme on l'appelait alors. L'euthanasie involontaire faisait partie du programme T4, qui visait les personnes incurablement malades, les handicapés physiques, les handicapés mentaux, les personnes en détresse émotionnelle, ainsi que les personnes âgées. Hans Asperger, bien qu'il ait été un pionnier dans l'étude de la neurodiversité et qu'il ait cherché à aider les personnes handicapées, a livré au régime des victimes les unes après les autres. Il n'a également signalé aucun de ses patients aux autorités sanitaires de Berlin, alors qu'il y était légalement obligé. Plus inquiétant encore, après la guerre, Asperger a fait l'objet d'une enquête, la documentation historique révélant son association avec A.M. Spiegelgracht et son soutien à la purification. Mais il a finalement été innocenté de toute faute politique par les forces alliées. Et il a simplement poursuivi sa carrière médicale. Numéro 5. C'est Thomas Edison qui a mis le monde sur la voie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Considéré comme l'un des plus grands inventeurs américains de l'histoire, Thomas Edison a introduit l'ère moderne de l'électricité à une époque où la seule source provenait de batteries primitives à basse tension. Parmi les inventions les plus révolutionnaires de l'inventeur figurait la première ampoule commercialement viable, le phonographe et la caméra de cinéma. Il a également été le pionnier du tout premier système de distribution d'électricité. Tout au long de sa longue carrière, Edison a reçu, seul ou en collaboration, 1093 brevets, détenant ainsi le record mondial. Il a également créé le tout premier laboratoire de recherche industrielle au monde et fondé la Société Générale Électrique. Il était décrit comme infatigable, notamment dans sa façon de travailler, et il était tristement célèbre pour son endurance lors de marathons de plusieurs jours. Il considérait le sommeil comme une perte de temps. Il a déclaré dans une phrase devenue célèbre « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme charismatique, avec un fort ego. Il était aussi très introverti et préférait la solitude de son laboratoire. Mais même Edison avait une part d'ombre derrière son charme. On disait que l'inventeur s'attribuait régulièrement le mérite exclusif de nombreuses inventions qui avaient été créées par ses employés dans son laboratoire de Menlo Park ou achetées à d'autres inventeurs. Le développement pratique du phonographe a été réalisé par John Cruzy, le maître mécanicien d'Edison, qui a construit le modèle fonctionnel à partir des croquis approximatifs d'Edison. On lui attribue également l'invention de la chaise électrique qui avait été conçue par Harold P. Brown, un ingénieur électricien travaillant dans son laboratoire. L'inventeur avait également tendance à revendiquer les brevets d'autres inventeurs qui n'étaient pas liés à lui. L'un de ces individus était Granville T. Woods, qui fut le premier ingénieur mécanique et électricien afro-américain après la guerre. En 1887, il a obtenu un brevet pour son télégraphe à induction, mais Edison l'a poursuivi en justice, affirmant qu'il avait créé un télégraphe similaire en premier. Mais Woods a remporté la bataille. Mais cela s'est fait au prix de difficultés financières et de conséquences sur le plan personnel. Thomas Edison a breveté le kinétographe, ou la caméra de cinéma, dans les années 1890. Mais sa création utilisait le travail de toute une vie d'autres inventeurs. Non seulement il a volé le travail d'autres inventeurs, ou s'en est attribué le mérite, mais Edison a également mené des campagnes de dénigrement médiatique afin de discréditer ou de gêner ses rivaux.
Il a déclenché d'importantes guerres de brevets, y compris la guerre des courants, qui a vu de violents conflits entre lui et son ancien employé, Nikola Tesla. Tesla a défendu le courant alternatif, tandis qu'Edison s'accrochait au courant continu. Afin de saper et de discréditer les efforts de Tesla, Edison est allé jusqu'à organiser des démonstrations publiques d'électrocution pour prouver que le courant alternatif représentait une menace mortelle. Les dynamiques interpersonnelles ont dépeint Thomas Edison comme un leader capricieux, un patron à la fois inspirant et tyrannique. On disait qu'il exigeait des horaires de travail excessifs de la part de ses employés. Une affirmation cohérente avec sa vision du travail et sa conviction que dormir était une perte de temps. Parfois, il criait sur ceux qui travaillaient pour lui, puis rattrapait le coup avec une blague. Edison était monomaniaque, concentré uniquement sur son obsession pour le travail, ce qui fit de lui un mari absent et un père distant. Numéro 4, Vidkun Quisling. Leader, héros, humanitaire et le plus grand traître de l'histoire. C'est en 1911 que Quisling entra dans l'armée norvégienne et servit comme attaché militaire à Petrograd, puis à Helsinki. Il a également aidé les efforts de secours en Russie et a aussi participé aux opérations de secours sous l'égide de la Société des Nations. L'objectif humanitaire principal de Quisling était d'atténuer la famine généralisée et les maladies en Union soviétique. En 1922, en tant que chef de la mission de secours contre la famine de Nansen en Ukraine, il était responsable de l'installation du quartier général, de l'approvisionnement en nourriture et de la fourniture de matériel médical aux civils. Sous l'égide de la Société des Nations, il a défendu les efforts de secours en Bulgarie et en Arménie et a été chargé d'aider les réfugiés affamés et les personnes déplacées. C'est grâce à ces efforts que l'officier militaire serait largement considéré comme un héros. Du moins, jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, lorsque son nom de famille est devenu synonyme de traître. Entre 1931 et 1933, Quisling a servi comme ministre de la Défense dans un gouvernement agraire et a gagné en popularité en réprimant une grève des travailleurs de l'hydroélectricité. Ensuite, il a démissionné du gouvernement et a fondé le parti fasciste National Samling, dédié à la suppression du communisme et du syndicalisme. National Samling était un parti d'extrême droite qui a collaboré avec les nationaux socialistes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pendant la guerre, avec Quisling servant de dictateur, que son gouvernement fantoche a adopté des lois facilitant activement la déportation de citoyens vers des camps de concentration en Pologne. Il était également responsable du conflit qui a entraîné des conséquences fatales pour les résistants norvégiens et les opposants politiques de premier plan. En 1940, il a tenté un coup d'État soutenu par les Allemands, où il a exhorté les Norvégiens à ne pas résister aux envahisseurs, mais à se battre à leur côté. En 1942, il a été nommé ministre-président sous le commissaire du Reich, Joseph Terboven. Tout au long de la guerre, il a fait des tentatives répétées pour convertir l'Église, les écoles et la jeunesse aux idées nationales-socialistes. C'est pour ces raisons qu'il a été arrêté en 1945, après que la Norvège ait été libérée de l'emprise des Allemands. Il a finalement été reconnu coupable de graves crimes de guerre, y compris des exécutions, des persécutions, de haute trahison et de détournement de fonds. Vidkun Quisling a commencé son parcours en tant qu'humanitaire, pour ensuite devenir un collaborateur des nationaux socialistes qui décidait activement du sort de ses victimes. Numéro 3. Bernie Madoff a grandi dans le quartier de Laurelton, dans le Queens, à New York. Il a passé sa première année à l'université de l'Alabama et a obtenu son diplôme en sciences politiques à l'université Hofstra à Hempstead. Il a brièvement étudié le droit à la Brooklyn Law School jusqu'en 1960. Cette année-là, avec les $5 000 d'économies qu'il avait gagnés en installant des systèmes d'arrosage et en travaillant comme maître nageur, Bernard L. Madoff a fondé sa propre société d'investissement. Bernard L. Madoff Investment Securities, avec son épouse Ruth, qui travaillait à Wall Street et possédait un diplôme en psychologie. L'entreprise de Madoff offrait des rendements fiables et comptait parmi sa clientèle des personnalités de renom, telles que Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon et Kira Sedgwick. La spécialité de Madoff s'appelait les penny stocks, des actions à bas prix qui se négociaient sur le marché de gré à gré. C'était le prédécesseur du Nasdaq, le marché boursier automatisé de l'Association nationale des courtiers en valeurs mobilières, dont il a été le directeur et le président. Grâce à cette entreprise, Madoff a noué des relations personnelles avec les hommes d'affaires les plus influents et les plus riches de New York et de Palm Beach. Il a recruté ces personnes comme investisseurs, leur a versé des rendements généreux et s'est servi de leurs recommandations pour attirer d'autres investisseurs. Il a également développé des amitiés étroites avec les régulateurs financiers. Il a aussi utilisé la tactique de l'exclusivité pour attirer des investisseurs fortunés. L'idée que tout le monde ne serait pas accepté dans ses fonds en faisait un signe de prestige d'être accepté comme investisseur chez Madoff. La réputation de l'homme d'affaires en tant que gestionnaire de placement, prospère et courtier en bourse sympathique
s'est effondré lorsqu'il a été démasqué comme un escroc. C'est en 2008, lorsque la grande récession a commencé, qu'une panique mondiale a éclaté et que les investisseurs ont demandé le remboursement de leurs fonds. Les personnes fortunées qui avaient investi dans le fonds de Madoff se sont précipitées pour retirer leur argent afin de couvrir leurs pertes. Mais ils n'avaient plus d'argent liquide. Les 7 milliards de dollars dont il avait besoin pour payer ses investisseurs n'étaient pas là. Quelques mois plus tôt, il avait tenté de distribuer les millions de dollars qui lui restaient dans les actifs de la société, sous prétexte de primes anticipées pour les employés. Face à l'effondrement, il a invité ses 2 fils dans son appartement, qui l'ont interrogé au sujet des primes. Acculé, Madoff a été forcé de révéler son secret longtemps gardé. Il a avoué que toute son entreprise reposait sur un énorme mensonge, et qu'il était maintenant dans une situation difficile. Madoff pensait pouvoir se confier à ses fils, mais l'ampleur de la fraude était trop grande pour qu'ils puissent la supporter. Au lieu de cela, ils sont allés directement voir les autorités et ont dénoncé leur père comme un escroc qui dirigeait un système de Ponzi. Le 11 décembre 2008, il a été arrêté et plus tard reconnu coupable de 11 chefs d'accusation fédéraux, dont parjure, blanchiment d'argent et fraude sur les valeurs mobilières. Et il a été condamné à 150 ans de prison fédérale. Numéro 2. Lance Armstrong, ancien cycliste professionnel, était autrefois un sportif respecté, considéré comme un exemple de persévérance. Malgré toutes les difficultés, il n'a jamais renoncé à sa passion, même lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer. Le cycliste américain est entré dans le monde du sport dès son plus jeune âge. Il excellait en cyclisme et en natation, et à l'adolescence, il participait déjà à des triathlons et à des compétitions de natation. Avant d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, Armstrong a été recruté par l'équipe nationale junior de la Fédération américaine de cyclisme. À partir de là, sa carrière dans le monde du cyclisme a progressé, passant des championnats du monde junior aux championnats amateurs des États-Unis. Et en 1992, il est devenu professionnel et a rejoint l'équipe Motorola. En 1993, il a été nommé le 2e plus jeune coureur du cyclisme sur route mondial et a remporté des étapes du Tour de France. En 1993 et 1995, après le Tour de France 96, Armstrong est tombé malade et a reçu un diagnostic de cancer. Au moment où cela a été confirmé, la maladie s'était déjà propagée à ses poumons et à son cerveau. Il a subi une opération et une chimiothérapie, et quelques mois plus tard, il était déjà de retour dans le monde du sport. Il allait ensuite remporter le Tour du Luxembourg, seulement 2 ans après son diagnostic. Il a remporté le Tour en 2001 et 2002, puis de nouveau en 2004. Après avoir remporté son 7e Tour en 2005, Armstrong s'est brièvement retiré du sport. En 2008, il était de retour sur la scène des courses compétitives. Et 1 an plus tard, il a terminé 3e au Tour de France 2009. 1 an plus tard, cependant, le sportif respecté, admiré pour sa ténacité, allait être critiqué lorsque cette même persévérance et sa série de victoires ininterrompues se sont révélées être le résultat d'un secret troublant. En avril 2010, Floyd Landis, un autre cycliste qui avait été coéquipier d'Armstrong, a envoyé un email à un responsable du cyclisme américain. Il a révélé que lui-même, ainsi que plusieurs autres coéquipiers, étaient coupables d'avoir utilisé des produits dopants, des substances qui améliorent leur performance, ce qui, dans le monde du sport, était considéré comme de la triche. Dans sa confession, Landis a impliqué Lance Armstrong, suggérant qu'il était lui aussi coupable d'avoir utilisé des produits dopants. En juin 2012, l'USADA a allégué que le cycliste, son manager, 3 médecins et son entraîneur faisaient partie d'une vaste conspiration de dopage qui a duré des décennies et qui a commencé à la fin des années 1990. Selon l'agence, Armstrong utilisait plusieurs types de produits dopants, notamment de l'EPO et de l'hormone de croissance humaine. Ils avaient également distribué ces substances à d'autres cyclistes. Il a également été accusé d'avoir subi des transfusions sanguines et d'avoir utilisé de la testostérone à l'époque. Les accusations ont finalement entraîné une interdiction pour Armstrong de participer à toute autre compétition cycliste. À la suite de cette révélation, le sportif respecté a été déchu de tous ses titres du Tour de France, ainsi que de toutes les autres récompenses et prix qu'il avait obtenus à partir de 1998. L'agence a également prononcé une interdiction à vie de toute pratique sportive conformément au Code mondial antidopage. Numéro 1. 2 des pionniers les plus importants de l'histoire étaient les frères Wright, qui ont été les premiers à effectuer le premier vol motorisé, soutenu et contrôlé d'un avion. Leur invention a lancé l'industrie de l'aviation, ouvrant la voie au transport aérien moderne. Wilbur et Orville Wright sont nés à 4 ans d'intervalle d'un ministre ordonné de l'Église des Frères unis en Christ. Les frères et leurs autres frères et sœurs ont reçu une éducation publique et ils ont grandi dans un environnement encourageant qui a nourri leur curiosité intellectuelle. C'est Orville qui pensait qu'un environnement moins stimulant leur aurait pour ainsi dire coupé les ailes et les aurait empêchés d'assouvir leur curiosité. Wilbur et Orville étaient tous deux des penseurs indépendants qui faisaient preuve d'une grande confiance en leur talent.
Ils avaient également une foi inébranlable dans la justesse de leur jugement. Ils étaient déterminés à persévérer, même face à la déception. Ces qualités étaient les ingrédients du mélange parfait qui les a mis sur la voie de la grandeur. Les deux frères étaient les seuls membres de la famille Wright à ne jamais être allés à l'université et à ne jamais s'être mariés. À la place, ils allaient fonder ensemble une imprimerie et également éditer et publier 2 journaux locaux. En 1892, ils ont ouvert un magasin de vélos où ils ont commencé à fabriquer des vélos à petite échelle. Et c'est là qu'ils allaient développer leur propre moyeu de roue de vélo auto-lubrifiant. Grâce aux fonds provenant de leurs activités dans le vélo et la presse, les frères ont pu financer leurs expériences aéronautiques à partir de 1899. Ensemble, ils ont épuisé toutes les ressources de la bibliothèque locale sur tout ce qui concernait l'aéronautique. Et l'année suivante, ils se sont présentés à l'ingénieur civil Octave Chanute, qui est devenu un confident des frères Wright dans les années qui ont suivi. Dans leur quête pour créer la première machine volante contrôlable, les deux ont compris que pour réussir, leur création aurait besoin d'ailes. Ils ont découvert que les ailes généreraient de la portance. Un système de propulsion était le prochain obstacle à surmonter, et ensuite, il fallait trouver une méthode de contrôle. Ils se sont tournés vers leur idole, Otto Lilienthal, un pionnier du vol à voile, et ont observé comment il avait créé des ailes capables de le porter en vol. Les constructeurs de véhicules autopropulsés, ont-ils réalisé, étaient également en train de développer des voitures plus légères avec des moteurs puissants. 2 problèmes étaient donc résolus, et il ne restait plus qu'à trouver le moyen de contrôle. En tant que cyclistes expérimentés, les frères Wright pensaient que le contrôle total devait être confié au pilote. Et ils étaient bien conscients des dangers du déplacement du poids, car les machines volantes précédentes semblaient présenter des défauts à cet égard. Ils se sont donc concentrés sur la manipulation précise du centre de pression sur les ailes de l'appareil. Ils ont élaboré différents schémas mécaniques avant d'essayer de provoquer une torsion hélicoïdale sur les ailes. Cet effort a entraîné une augmentation de la portance d'un côté de l'appareil et une diminution de l'autre. Cela a finalement permis de contrôler l'appareil en abaissant l'extrémité de l'aile de son choix. Et voilà, ils avaient créé le premier avion motorisé capable d'un vol soutenu et contrôlé, la genèse de l'aviation moderne. Les frères avaient percé le secret et furent félicités pour leurs efforts. Leur succès initial a servi de tremplin pour perfectionner leur projet et ouvrir la voie au voyage aérien. Mais même ce duo d'inventeurs avait un côté plus sombre. Selon les archives historiques, les frères Wright ont activement empêché quiconque de effectuer des vols ou d'améliorer et de développer leur premier concept. Ils soutenaient que leur travail devait être protégé et breveté, empêchant ainsi quiconque d'utiliser leur concept. Leur agressivité a profondément freiné l'industrie aéronautique naissante. Les frères ne pouvaient pas progresser seuls. Il y avait d'autres inventeurs et experts qui auraient pu les aider et développer l'idée, mais les frères Wright ont choisi de monopoliser leur conception et ont déclenché une guerre des brevets. En 1906, ils ont obtenu un brevet pour leur méthode de contrôle de vol et ont ensuite fondé la Wright Company. La compagnie a tenté d'obtenir un monopole sur la fabrication d'avions, mais cet effort a échoué. Au lieu de cela, ils ont ajusté leur stratégie juridique et ont commencé à poursuivre en justice tout aviateur ou entreprise, étrangers ou nationaux, dans le but de percevoir des droits de licence. Cela incluait le pionnier de l'aviation, Glenn Curtiss. En 1910, ils ont remporté le procès contre Curtiss et toutes les autres procédures judiciaires qui ont suivi. Cela comprenait 9 procès intentés par les frères Wright et les 3 qui ont été intentés contre eux. Même après le décès de Wilbur et la retraite d'Orville, la guerre des brevets a continué, avec d'autres fabricants lançant leurs propres actions en justice. La guerre a provoqué une crise sans fin pour l'industrie aéronautique, entraînant une stagnation du développement du secteur aux États-Unis. La guerre des brevets ne fut résolue qu'en 1917, lorsque le gouvernement des États-Unis est intervenu et a créé un pool de brevets qui a permis à l'industrie d'innover librement et de partager ses technologies contre une petite redevance. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Ty Knotz et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.